Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici, nous décortiquons l'actualité, débattons des sujets politiques brûlants et analysons les grandes questions de société. Si vous cherchez un espace où les idées s'affrontent et où l'information est au cœur des discussions, vous êtes au bon endroit. Ne manquez rien. Abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes nos analyses, débats et interviews dès leur sortie. Ensemble, enrichissons le débat et façonnons l'avenir. Merci d'être avec nous et n'oubliez pas de partager vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt. Chef de l'État français se prépare à se rendre le 1er décembre au Sénégal, à l'invitation de son homologue sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, qui, je pense, lui a déjà rendu au moins 2 fois visite depuis qu'il a été élu président de la République du Sénégal. Quand je parle de questions diplomatiques, je commence toujours par préciser que je n'ai pas d'objection à faire sur l'existence de relations diplomatiques entre la France et le Sénégal. Ce sont des États, et tout État doit avoir une diplomatie. Et la diplomatie peut même nécessiter des relations avec un État avec lequel, par certains côtés, vous êtes en froid. Parfois même, on observe que des relations diplomatiques puissent être maintenues avec des États ennemis s'il y a des intérêts extrêmement importants qui les lient. C'est comme ça qu'il y a toujours une distance à avoir quand on critique les relations diplomatiques. Et je ne viens pas ici dire que M. Bassirou Diomaye Faye, en tant que président de la République du Sénégal, ne doit pas entretenir des relations diplomatiques avec la France de M. Emmanuel Macron en tant que président de la République française. C'est pas ça mon sujet. Ce qui m'intéresse, c'est l'objet de la visite. L'objet. L'objet de la visite, c'est l'assassinat à Thiaroye en 1944. 1945. Je vais donner la date. Excusez-moi. J'ai besoin de donner la date exacte. Thiaroye, c'est 45. Thiaroye. Thiaroye. Je vous donne la date exacte. Elle m'est sortie de la tête. Donc, c'est le massacre à Thiaroye. Il a lieu quel jour? Voilà, 1944. 1er décembre 1944. C'est pour ça d'ailleurs que la commémoration a lieu le 1er décembre. C'est le massacre donc de centaines de soldats africains qu'on appelait abusivement les tirailleurs sénégalais. Donc, le président Macron vient marquer la compassion de la France envers ces soldats africains qui ont été assassinés le 1er décembre 1944 par leurs camarades de l'armée française. Parce qu'ils esquissaient des revendications corporatistes. Si on s'en tient au plan de la compassion, ça paraît logique. On pourrait tout d'un coup se précipiter pour féliciter le président Emmanuel Macron en disant « c'est bien, au moins vous venez pleurer nos morts avec nous en Afrique ». Mais s'en tenir à ce plan de la compassion, ce serait faire preuve d'une légèreté intellectuelle et même d'une abomination morale. Il faut examiner le problème en profondeur pour se demander quel va être l'impact de la visite du président Emmanuel Macron et sa participation à cette commémoration. Quel va être l'impact? Alors, évidemment, le premier impact sera l'impact médiatique. On va voir le président Macron aux côtés du président Bassirou Diomaye Faye dans une attitude grave, solennelle. Et lui qui a fait des études de théâtre sera bien placé pour mimer, j'imagine, toutes les postures nécessaires à inspirer une profonde compassion. Donc, il va y avoir un impact médiatique. Le président français, aux côtés du président sénégalais, marque sa compassion pour les tirailleurs, sénégalais, comme on les appelle, tués le 1er décembre 1944 à Thiaroye. Ok. Mais l'impact médiatique, est-ce qu'il suffit? J'ai d'abord parlé de l'impact émotionnel. Est-ce qu'il suffit? Non. L'impact médiatique suffit-il? Les bonnes photos, les bonnes images qu'on va prendre ce jour-là, est-ce qu'elles suffisent? Non. Se contenter de l'impact émotionnel ou de l'impact médiatique, c'est faire preuve d'une très grande légèreté intellectuelle et d'une abomination morale. Parce que c'est beaucoup plus grave ce qui s'est passé là. Maintenant, je vais vous dire ce qui me paraît être les conditions qui devraient être remplies pour que
le président Macron puisse, ou peu importe, le président de la République française puisse commémorer avec les Africains les victimes africaines du colonialisme français. Il y a des conditions extrêmement importantes à remplir. Alors, la première condition, c'est la restauration de la vérité. Je commence par la première condition. D'abord, restaurer la vérité. Alors, la vérité est la suivante. Mais qu'est-ce qu'on a appelé tirailleurs sénégalais? Pourquoi les a-t-on appelés tirailleurs? Que signifie ce mot tirailleur? Il y a plusieurs interprétations de tirailleur. Le tirailleur, on peut partir du verbe tirailler. Tirailler, c'est tirer dans tous les sens. Donc, le tirailleur sénégalais, ou le tirailleur africain, était supposé être un soldat qui tire dans tous les sens, qui tiraille. Un soldat qui tire ailleurs. Donc, en fait, c'était un soldat considéré a priori comme peu expérimenté. Un soldat de rang inférieur. Parce que dans l'armée française, depuis le 19e siècle, parce que c'est en 1854 que le corps des tirailleurs est formé à Saint-Louis du Sénégal, jamais on n'a utilisé le concept de tirailleur pour désigner eh bien, un autre régiment de l'armée française. Tirailleur est un mot qui a été créé pour les nègres soldats au service de la France. Eux, ils tirent ailleurs. Eux, ils tiraillent. Donc, déjà, dans la notion de tirailleur, il y a une dépréciation du soldat africain. Alors, on le déprécie d'autant plus facilement qu'au 19e siècle, quand on crée ce corps spécial de l'armée française, on est en pleine expansion coloniale, on est en plein massacre, en pleine barbarie coloniale. Les théories de la supériorité raciale blanche sur le noir prospèrent. La colonisation elle-même est perçue comme une mission civilisatrice. Il n'y a qu'à voir les discours de Luc Ferry, de Jules Ferry, pas Luc. Luc, c'est le ministre. Jules, c'est... Luc, c'est le ministre de l'Éducation encore vivant actuellement en 2024 en France. Je parle de Jules, qui lui aussi sera ministre de l'Instruction publique à la fin, au début des années 80, 1880. Donc, on est dans un contexte où c'était normal de traiter l'Africain comme un sous-homme. C'était l'idéologie dominante, l'idéologie coloniale. Et on crée donc un concept pour désigner le soldat africain, un concept dévalorisateur. Il tiraille, le tirailleur. Tu verbe tirailler. Il tire ailleurs. C'est quelqu'un qui tire ailleurs. Il ne tire pas là où il faut. Et voilà pourquoi, en fait, ce corps-là était un corps qui, à l'origine, a été conçu comme chair à canon de l'armée coloniale. Ce sont des gens qu'on mettait devant. C'est les premières lignes. Comme ils sont supposés être des soldats de très mauvaise qualité, on peut les gaspiller. C'est de la chair à canon. C'est systématiquement les soldats de l'armée recrutés en Afrique. Ce sont ces soldats qui vont garnir les premières lignes de l'armée française. Les soldats blancs, les sous-officiers et les officiers blancs se mettant aux arrières. Voilà la structure de l'armée coloniale. La structure de l'armée coloniale est une photocopie de la société coloniale. Tout en bas, le noir, c'est-à-dire en première ligne, comme chez Rakano. Derrière lui, eh bien, on commence à voir peut-être quelques supplétifs en position de contremaître des métis. Et plus on avance vers les lignes arrière, vers les sous-officiers et les officiers, plus la troupe blanchie en temps de guerre. Donc le concept de tirailleur, déjà, c'est un concept qui doit être revu. On doit rebaptiser. On doit dire ceux qu'on appelait les tirailleurs, on n'aurait jamais dû les appeler ainsi. On doit corriger ça, on doit rectifier ça. On doit les appeler les soldats africains de l'armée française. Les soldats africains de l'armée française. Donc d'abord, il faut faire un travail ici de requalification. Non pas d'effacer l'histoire. Je ne suis pas pour qu'on efface l'histoire. Oui, on les a appelés tirailleurs depuis telle époque jusque-là. Maintenant, ça suffit. On ne doit plus les appeler tirailleurs. Moi, je suis plus dedans. Quand je suis arrivé en France en 2000, je suis allé au Lidl à Poitiers acheter des chocolats pour les ramener à la maison. Mais écoutez,
j'ai été troublé de tomber sur une boîte de chocolat qui se vendait à l'époque et qu'on appelait les têtes de nègre. Est-ce que vous savez qu'on vendait dans les années 2000 en France des chocolats en boîte qu'on appelait les têtes de nègre. Et le chocolat était vraiment une tête noire. Et quand vous preniez ça, vous mangiez une boule crânienne dessinée comme une tête d'Africain. Et c'était ça. Ça s'appelait tête de nègre, c'était des têtes de nègre. En 2000, 2001, en France, on vendait des têtes de nègre chez Lidl. Et progressivement, les commerçants ont retiré tout ça, n'est-ce pas? Ils ont retiré les têtes de nègre, mais ils n'ont pas retiré les tirailleurs. Continue de dire tirailleurs, tirailleurs, tirailleurs. Les mêmes qui ont compris qu'il ne fallait plus dire tête de nègre, qu'il fallait arrêter de vendre des boîtes de chocolat appelées tête de nègre, parce que cela faisait allusion aux têtes des résistants africains qui étaient coupés par les armées coloniales. Ils ont compris qu'il fallait arrêter de vendre ça, mais ils continuent d'utiliser des concepts militaires infamants comme tirailleurs pour désigner les soldats de l'armée d'Afrique. Donc il y a un premier travail, c'est une requalification respectueuse, dignifiante, revalorisante de l'armée africaine, qui a contribué à la libération des soldats africains qui ont contribué aux guerres et aux libérations de la France. Toujours dans ce travail de vérité, il faut qu'on se dise la vérité. Les tirailleurs, ce qu'on a appelé les tirailleurs, les soldats africains de l'armée française, n'étaient pas tous mus par l'idéologie de la libération africaine. Ils n'allaient pas tous combattre pour la France dans l'espoir d'un jour combattre pour libérer les Africains. Parce qu'en fait, une bonne partie de cette armée africaine au service de la France a servi aux campagnes coloniales de la France en Afrique. Voilà une deuxième vérité historique qu'on doit restituer. Il ne faut pas non plus tomber dans un culte béat de ce qu'on a appelé les tirailleurs, les soldats africains de l'armée française. Tous n'avaient pas atteint, tous n'ont pas développé la conscience de leur responsabilité pour le peuple africain. Puisque certains, et même beaucoup, ont servi à soumettre leurs frères. J'espère que vous savez que la pénétration coloniale de l'armée française en Afrique n'a pas été faite que par des soldats blancs de l'armée française. L'armée française a utilisé ses supplétifs africains. Quand elle a créé le fameux corps des soi-disant tirailleurs sénégalais, c'est-à-dire les soldats africains de l'armée française, ils n'étaient pas tous originaires que du Sénégal, ils venaient de toute l'Afrique occidentale française, et même à un moment donné de toute ce qu'on appelait l'Afrique équatoriale française. Quand ils ont créé tout ça, ils ont utilisé les effectifs africains pour continuer leur expansion coloniale. Quand Ruben Oumiobe est assassiné le 13 septembre 1958 à Boumiébel, au Cameroun, l'armée française qui le traque est constituée en très bonne partie de supplétifs africains, dont certains venaient du Tchad, du Sénégal, etc. Il n'est même pas certain que les premières balles de fusil qui ont atteint Oumiobe aient été tirées par un blanc. Il y avait la troupe qui traquait les indépendantistes au Cameroun était composée majoritairement de noirs. Les sous-officiers et les officiers blancs se plaçaient derrière. Ils ne voulaient pas mourir en première ligne. Exactement comme ils ont organisé la libération de la France, les Noirs, les Arabes en première ligne, eux ils viennent derrière. Une fois que la ligne est dégagée, ils viennent passer triomphalement. Comme si c'était eux qui s'étaient sacrifiés en première ligne pour les combats. Et ils écrivent l'histoire en se jetant dessus toute la gloire. Alors qu'ils étaient cachés dans les QG, ils attendaient que les Noirs ouvrent le chemin. Ici à Rouen, il y a une zone où des Noirs ont été fusillés. Il y a une place où tout un bataillon de Noirs a été fusillé. Eux, ils avaient été encerclés par les Allemands. Les Allemands les ont capturés et leur ont infligé une mort violente. À eux seuls. En estimant que ce n'était pas normal que des Noirs soient les premiers à les combattre. Il y a la place aux martyrs noirs de l'armée française, ici à Rouen, juste en bas de là où je vous parle. Donc, ce travail de vérité qui doit restituer la complexité de l'engagement des troupes africaines dans l'armée française, ce travail n'a pas été pleinement fait et il n'a pas été pleinement diffusé. Ce travail n'est pas devenu un travail qui devienne une connaissance populaire.
Donc quand M. Macron, qui en est à son deuxième mandat à la tête de l'État français, vient en Afrique, alors qu'il n'a pas accéléré et impulsé ce travail de vérité, eh bien, sa visite ne servira de ce point de vue à rien. On n'aura pas avancé le 1er décembre 2024 sur le travail de vérité qui devait être fait depuis 7 ans qu'il est président de la République française. Et qu'il est davantage préoccupé à punir les régimes africains qui ne font pas ces 4 volontés. Si il avait été un jeune président français qui veut vraiment incarner un renouvellement de la politique française, Emmanuel Macron aurait fait aller très loin ce travail de vérité partagée, de vérité critique partagée de l'histoire franco-africaine. Mais il ne l'a pas fait. Il a organisé de grands spectacles pour donner l'impression de le faire. Et comme à l'accoutumée dans l'espace dit francophone, quand on veut enterrer un problème, on crée une commission dessus. Terminé. Le problème est mort. Donc le travail de vérité, je n'ai donné là que quelques exemples de ce travail de vérité. La requalification et la clarification du rôle de cette armée africaine intégrée, ces soldats africains intégrés dans l'armée de France. Ça, c'est le problème de la vérité. Mais il y a une deuxième condition qui n'est toujours pas remplie et le voyage de M. Macron ne changera rien. C'est la condition de justice. Mais il n'y a pas eu de procès là. Est-ce que vous savez qu'on connaît le nom de ceux qui ont tué des centaines de soldats africains le 1er décembre 1944 à Tiaroy? Est-ce que vous savez qu'on connaît leur nom? La justice française, les autorités françaises connaissent le nom des tireurs. Ils connaissent le nom des assassins. Et ça, ce qu'ils ont perpétré là, c'est ce qu'on appelle un crime de guerre. N'est-ce pas? Donc, ça devrait être jugé. Les assassins, même si la plupart de ces assassins est déjà décédé, ils doivent être jugés de manière posthume. Condamnés pour ce crime de guerre. Et des réparations conséquentes doivent être payées par l'État français. Pas seulement dans ce cas, mais partout où elle s'est comportée de la même façon. En Afrique. Oui ou non? C'est ça qui conditionnerait la crédibilité d'un tel voyage. Mais vous voyez M. Macron ouvrir les procès des crimes coloniaux de l'armée française? Il est là depuis 7 ans. Il a ouvert combien de procès des crimes coloniaux de l'armée française? Emmanuel Macron. Et il ne supporte pas qu'il y ait un philosophe comme moi ici qui lui dise, ça ne passe pas, M. Macron. Il ne suffit pas d'aller faire des images et de l'émotion. Justement à Tiaroy, pour convaincre la raison critique africaine. Ça ne passe pas. Au contraire même, ça remue le couteau dans la plaie de la douleur africaine. Cette manière de traiter superficiellement des problèmes. Voilà à quoi servent les philosophes. À montrer que nous vendre de l'émotion, nous vendre de l'image ne satisfera pas notre raison. Nous voulons de la vérité. Nous voulons de la justice. D'autant plus qu'il y a des événements encore plus récents qui ont eu lieu et qui ne sont pas plus jugés que ces événements un peu plus anciens. En plus de tous ces crimes de guerre, crimes contre l'humanité qui ont été commis dans le cadre de la barbarie coloniale et qui ne sont toujours pas jugés, condamnés et réparés. Mais écoutez, prenons seulement le 9 novembre 2004, devant l'hôtel Ivoire, en Côte d'Ivoire. L'armée française a tué plus de 60 Ivoiriens. Des manifestants aux mains nues, qui n'avaient pas d'armes à feu. Elle a tué à bout portant plus de 60 Ivoiriens. On sait qui a tiré. On connaît le nom du commandant de la troupe française. Où est le procès des assassins de l'hôtel Ivoire? Le 9 novembre 2004. Le procès est où? Parce que quand vous vous levez pour aller dire que vous compatissez à Tiaroy, qui s'est passé le 1er décembre 1944. Mais il faudrait au moins déjà avoir compati à ce qui s'est passé le 9 novembre 2004. Devant tout le monde, en Mondovision. À Abidjan. Lors de la traversée du Sahel par l'armée française, des gens ont été tués au Niger. On sait qui a tiré. On sait qui commandait les troupes qui ont tiré sur les populations qui manifestaient au passage de l'armée française.
les procès sont où? Pour qu'on puisse prendre au sérieux l'idée que vérité et justice soient faites pour Tiaroy, il faut que les événements récents où des abus, des exactions ont été commises par les armées françaises sur le continent, que ces événements, il faut que vérité et justice aient été faits. Mais Tiaroy, c'était des centaines de personnes. On n'a pas rendu justice. Le 9 novembre, à Abidjan, 2004, c'était une soixantaine de personnes, on n'a pas rendu justice. Quel sens y a-t-il à choisir ça et là un petit événement, à faire sur cet événement de l'émotion, de l'image, et ensuite à rentrer à Paris? Quel sens y a-t-il? Qui sera convaincu par cela? Personne. Et puis, qu'est-ce qui peut expliquer cette espèce de compassion à tête chercheuse, à géométrie variable? Il faut prendre en totalité les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité qui ont été perpétrés pendant la colonisation britannique, française, portugaise, italienne, américaine, allemande, néerlandaise. Il faut prendre tout cela, systématiquement tout. Juger chacun de ces actes, les condamner, les réparer. Il y a une immense ardoise. C'est une dette, mais elle est financière, elle est chiffrable, elle est calculable. Une dette due par les puissances négrières, les puissances coloniales à l'Afrique. Elle doit être payée là. L'Allemagne payait jusqu'en 2010 pour les ravages qu'elle a commis pendant les 2 guerres mondiales en France. Jusqu'en 2010, l'Allemagne payait. L'Empire et la République française ont fait payer à Haïti des réparations. Et même des réparations ont été payées par l'État des propriétaires d'esclaves dans les Antilles et dans l'océan Indien. Oui ou non? Mais pourquoi quand on arrive sur l'Afrique, on voudrait se contenter de l'émotion et des images? Pourquoi? Parce que les Africains seraient des sous-hommes à qui il suffirait de donner de l'émotion et des images et tout va bien? Parce que Senghor aurait eu raison de dire que l'émotion est nègre comme la raison est hélène? On veut nous faire un spectacle émotionnel, justement avec ce que nous avons appelé avec raison les émotifs de Dakar, et puis c'est bon? De l'enfumage suffira-t-il à réparer le contentieux historique, le contentieux profond de la triple barbarie coloniale, négrière, néocoloniale et impérialiste? Oh que non! La vigilance africaine a retrouvé des profondeurs et des hauteurs sublimes. L'Afrique ne peut plus être trompée par un spectacle de son et d'images et d'émotions autour d'un événement traité d'une manière artificielle, hâtive. Il n'y a pas que Tiaroy. Il y a tous les crimes contre l'humanité, tous les crimes de guerre. Le président Emmanuel Macron, en déplacement en Algérie, en février 2017, et je pense en 2015, a dit ouvertement que la colonisation était un crime contre l'humanité. Or, le droit français dit que les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles, ce qui veut dire qu'ils doivent être jugés, condamnés et réparés. Alors, rien de tout cela n'a été fait. On vient nous faire du son, de l'image et de l'émotion à Tiaroy. Est-ce que ça suffit? Ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas. Donc, il faut de la vérité, il faut de la justice. 2 conditions. Et il faut faire preuve d'exhaustivité. Il faut s'efforcer d'aborder en totalité le problème. Il faut arrêter de saucissonner, d'essayer de contenter les uns. Bientôt, on va créer une espèce de concurrence mémorielle et de jalousie mémorielle. On veut créer de la jalousie mémorielle entre les Africains. Maintenant qu'on s'en va faire ça à Tiaroy, eh bien, les Camerounais qui ont connu une guerre, eh bien, organisée par la France contre le mouvement indépendantiste avec 1 million de morts, vont dire, et nous alors? Et les Malgaches vont se retourner, et nous alors? On veut créer une nouvelle situation où les Africains se presseraient littéralement au comptoir de la France pour dire, ah ben, nous aussi, payez-nous. Ce qui serait le déguisement de la nouvelle aide au développement. C'est pas comme ça que le problème doit être résolu. C'est pas par la mendicité mémorielle. Venez chez nous aussi. Ah, faites quelque chose, ici, venez par là.
Et c'est avec la somme de ces coups d'éclat qu'on pense résoudre un problème qui est un problème de la mémoire longue, de la mémoire profonde, de la mémoire structurelle. Oh que non. Donc pour moi, le déplacement du président Emmanuel Macron à Thiaroye risque d'être, en décembre 2024, davantage source de confusion et de frustration nouvelle que de détente et de décrispation. D'autant plus que le peuple sénégalais et les autorités sénégalaises actuelles n'ont pas la même opinion sur la présence militaire et monétaire de la France en Afrique de l'Ouest. D'accord? Peut-être qu'il faudrait que je rappelle à ceux qui sont convaincus que la visite du président Emmanuel Macron va être formidable, que la véritable opinion du peuple sénégalais lui avait été donnée lorsque Ousmane Sonko était encore dans l'opposition. Monsieur Sonko, quand vous étiez dans l'opposition, qu'est-ce que vous demandiez à la France de faire pour que naissent des relations acceptables entre l'Afrique et la France? Est-ce que monsieur Sonko sera capable de répéter ce discours devant le président français le 1er décembre 2024. D'ailleurs, comme il n'est pas le président de la République, est-ce que M. Bassirou Diomaye Faye va pouvoir répéter le discours qu'ils nous ont servi quand ils cherchaient les suffrages des Sénégalais? M. Sonko, qu'est-ce que vous avez dit quand vous cherchiez les suffrages des Sénégalais? Je tiens à ce qu'on l'entende ici. Sonko, genou, hein, j'appelle souvent cette vidéo, Sonko, genou, hibou, chou. Hein, qu'est-ce qu'il disait Ousmane Sonko? Écoutons l'Ousmane Sonko des jours heureux. Sera-t-il capable de nous, l'exécutif sénégalais, sera-t-il capable de tenir ce discours de vérité? Et si un tel discours de vérité attend M. Macron à Dakar, vaut-il la peine pour lui d'y aller? Je ne crois pas. S'il est sûr que c'est ce que Bassirou Diomaye Faye va lui dire, mais il est en train d'aller se prendre un camouflet. Monsieur Sonko, dites-nous ce sur quoi vous avez emporté l'adhésion du peuple sénégalais. Ce n'est pas responsable du clientélisme. Non. Coup. Non, recommencez, monsieur Sonko. Il est temps que la France lève son genou de notre cou. Oui. Le 1er décembre. Siècle de misère fait de traite humaine. Voilà. De colonisation. Vous pouvez dire ça le 1er. Colonisation. Ouais. Cela suffit. On attend ça le 1er. Il est temps que la France nous foute la paix. Ah! Vous allez dire ça le 1er? Il est temps que la France prenne exemple sur ses voisins européens. Ah! L'Allemagne est la première puissance économique d'Europe, loin devant la France. Bassirou, c'est ce que vous allez dire? Ou quatrième puissance économique du monde. Ouais. L'Allemagne n'exploite aucun pays. Ah, d'accord. Aucune colonie. Ouais. Je peux citer l'Italie, je peux citer l'Espagne. Tout à fait. Qui avait des colonies avant. Mais qui n'exploitent personne. Qui ne font pas ingérence, qui n'imposent pas des dirigeants dans leur ancienne colonie. Voilà. Pourquoi la France croit pouvoir continuer à nous imposer des dirigeants? Ah, ça. À faire des choix à notre place. Oh non, je ne me lasse pas d'écouter. Cela doit cesser. Et l'Afrique nouvelle, oui, la jeunesse africaine, oui, les élites africaines, oui, la diaspora africaine dit non, ça ne peut pas continuer. L'hypocrisie de cette France se vit et s'exprime tous les jours. Est-ce qu'on aura ça? Exemple du cas du Mali et du Tchad. Ouais. Au Tchad, où le processus constitutionnel a été interrompu, oui, la France a applaudi et son président est allé consacrer le nouveau roi. Est-ce que ça a changé? Au Mali, où ce n'est pas le processus constitutionnel qui a été interrompu, mais le processus de transition, la France a condamné et même a pris ses clics et ses claques pour dire qu'elle quitte le Mali. Est-ce que l'hypocrisie? Est-ce que c'est le deux poids, deux mesures? Très bien. C'est le double langage que la France tient en Afrique. Ouais. Quand on a interrogé M. Jean-Yves Le Drian, ouais, sur la situation en Côte d'Ivoire, pourquoi la France a laissé faire un troisième mandat, il a dit simplement pourquoi il l'a accepté pour Ouattara et pourquoi elle le refuse pour la Biélorussie. Est-ce que ça a changé? A condamné en Biélorussie. Sonko, est-ce que ça a changé? Même poussé l'Union européenne à condamner. M. Le Drian répond en disant que c'est parce qu'en Biélorussie, il y a eu des millions de personnes qui sont sorties dans les rues. Ouais. Ce n'était pas le cas en Côte d'Ivoire. Ça, c'est quand il avait son cerveau. Voilà comment la France traite les questions africaines. Ok. Est-ce que ça a changé? Nous n'attendons absolument rien de la France. Ah bon? Nous voulons qu'elle cesse de s'ingérer dans nos affaires. Ah.
que le peuple sénégalais puisse avoir le droit de choisir librement. D'accord. Et non pas parce que la France a choisi un candidat. Avec les méthodes qu'on connaît. On commence par cibler les gens, on les décore dans les légions d'honneur ou dans je ne sais quel autre grade chevalier de je ne sais quoi. C'est ça qui vient là-bas. On les inscrit dans des loges maçonniques. On leur dit préparez-vous, ce sera vous après. Même l'hypothèse où Macky Sall ne pourrait pas passer, nous savons qui est en train d'être préparé par la France. Biram. Cela doit cesser, ça ne se passera plus comme ça. Ouais. Que l'on soit bien clair, nous n'avons rien contre le peuple français. C'est vrai. Je le dis ici. Même des voix politiques et citoyennes se lèvent pour tenir le même discours que celui que je suis en train de Absolument. Nous sommes ouverts à travailler avec tout le monde. Le député André Chassaigne. Dans le sens d'une collaboration gagnant-gagnant. Jean-Paul Lecoq. Des gens qui investissent en respectant les lois de ce pays, réaménagées d'ailleurs. Ouais. Nous avons besoin des gens qui transfèrent de la technologie. Bon. Nous avons besoin de gens pour que ça cesse. Non, mon frère Sonko, c'est bon. Vous pensez que le 1er décembre 2024, les conditions dont Sonko parle dans ce discours sont remplies? Au moment où le président Macron va se rendre au Sénégal, les conditions dont Ousmane Sonko parlait dans son discours d'opposant, est-ce qu'elles sont remplies? Le genou dont il parlait, est-ce qu'il a été enlevé? L'occupation militaire du Sénégal par l'armée française, elle a cessé? Par l'armée américaine, ça a cessé? La dépendance à l'aide française au développement, ça a cessé? C'est pas le Sénégal qui l'a demandé et l'a obtenu encore? Ça a cessé? Qui a dit maintenant qu'on va aller, on n'est plus dans la rupture, on va aller dans le compromis, la négociation? Qui a dit ça? C'est pas Bassirou? Qu'est-ce qui a cessé? Alors, qu'est-ce qui a changé entre le moment où Ousmane Sonko tenait ce discours et le moment où le président Macron se rend au Sénégal? Rien. La situation a même empiré. Les relations diplomatiques franco-africaines se sont encore plus détériorées. Les plaintes africaines se sont multipliées. Le Mali est allé à l'ONU accuser la France de soutenir le terrorisme au Sahel. Le Niger est allé à l'ONU faire la même chose. Alors la question est la suivante. Au moment où le président Macron se prépare à aller à Tiaroy, est-ce que la situation décrite par Ousmane Sonko dans son discours d'opposant a changé? Réponse non. Mais par conséquent, la présence du président Macron à Tiaroy ne va pas améliorer la situation. Il faut une approche globale du problème de la relation franco-africaine, mais il faut qu'elle soit menée par des élites qui ont décidé d'aller jusqu'au bout de la décolonisation africaine et de la décolonisation française. C'est ce que je voulais démontrer et je vous remercie d'avoir été fidèle à cette émission jusque maintenant. Ça fait 3 heures de temps non-stop que je vous ai parlé. Ça fait 3 heures et je vous remercie de votre fidélité. Je pense qu'il y a matière à nourrir la réflexion de tous et de chacun dans cette émission. Merci à celles et ceux qui, à travers le monde, nous assurent de leur soutien en parole, en prière, en action et en synergie. Je le dis toujours et je le répète souvent, quoi qu'il nous arrive, que chacune et chacun d'entre vous fasse ses analyses, prenne ses responsabilités et agisse en conséquence. Quoi qu'il nous arrive, par la faute de la dictature de M. Macron, que chacune et chacun d'entre vous, où qu'il soit dans le monde, prenne ses responsabilités et agisse en conséquence. Quoi qu'il nous arrive, que chacune et chacun d'entre vous, où qu'il soit dans le monde, prenne ses responsabilités et agisse en conséquence. Nous sommes à l'ère du Verseau, celle où l'Afrique n'est plus seule. Les Africains savent qu'unis, ils sont invincibles. Et l'Afrique consciente, par millions d'âmes, s'éveille au chant de la souveraineté retrouvée. Nous n'avons pas le droit de trahir cette espérance. Nous n'avons pas le droit d'abandonner les nôtres à la soumission au destin fatal des puissances injustes.